la valeur cognitive. Dans l'approche goodmanienne, le dessein primordial de la symbolisation est la cognition. L'entreprise cognitive est, selon la reconception qu'en propose Goodman, une entreprise qui vise la compréhension et non la connaissance, bien que la première implique d'une certaine façon la seconde. Cette reconception s'inscrit dans la perspective nominaliste de l'auteur, en lui permettant de substituer la notion de correction à celle de vérité. Finalement, dans notre reconception, la connaissance également harcelée par la certitude et l'incertitude débouche sur la compréhension. Là où la connaissance exige habituellement vérité, croyance ou preuve, la compréhension exige rien de tout cela. Des énoncés peuvent être compris, abstraction faite de leur vérité, vérité et abstraction faite de la croyance qui s'y attache. Et nous pouvons comprendre requête, interrogation, verbe et danse, bien qu'ils ne soient ni vrais ni faux, et qu'ils ne soient pas plus objet de croyance que d'incrédulité, ou encore susceptibles de démonstration ou de réfutation. Tout comme la correction est de plus large portée que la certitude, la compréhension est d'une plus grande portée que la connaissance. Conçue comme la poursuite de la connaissance, cette entreprise, l'entreprise cognitive, a pour point de départ des vérités sûres. Elle vise à en découvrir d'autres par dérivation, observation et expérience, et à parvenir ainsi à une description complète et exacte du monde réel préfabriqué. Les fondations sont présumées solides, les méthodes sont prescrites et la vérité transcendantale en est le but. Par opposition, considérée sous le jour d'un progrès de la compréhension, l'entreprise cognitive trouve son point de départ dans ce qui s'avère couramment adopté, et elle se poursuit par intégration et organisation, élimination et ajout, non pas afin de parvenir à une vérité qui concernerait quelque chose de déjà fait, mais afin de réaliser quelque chose de correct, afin de construire quelque chose qui fonctionne de manière cognitive, qui s'ajuste à de nouveaux cas et en autorise le traitement, et qui puisse activer la recherche et l'invention ultérieure. Goodman. Mais qu'est-ce alors que la compréhension? C'est sous sa forme la plus générale, un terme qui se rapporte à une aptitude, l'ensemble des capacités de recherche et d'invention, de discrimination et de découverte, de déliaison et de clarification, d'ordre et d'organisation, d'adoption, de contrôle, de refus. Un processus sans fin, celui qui consiste à utiliser cette aptitude pour savoir faire et refaire un ou des mondes. Une réalisation, en ce sens, la compréhension est ce qui permet d'atteindre ce processus. Les langages de l'art procèdent d'une symbolisation et en tant que tels, ils s'inscrivent dans une entreprise cognitive. L'expérience esthétique est une expérience cognitive dans la mesure où elle permet à sa manière d'accroître la compréhension que l'on peut avoir d'un sujet. En effet, accroître sa compréhension d'un sujet donné passe par une appréhension de tous les fonctionnements possibles de ce sujet selon le système symbolique dans lequel il est considéré, autrement dit, des interprétations possibles, selon les domaines de référence alternatifs, pour le schème auquel appartient le sujet. L'art, en proposant des systèmes symboliques particuliers, participe donc à fournir une meilleure compréhension générale d'un sujet. Cependant, si l'expérience esthétique est cognitive, loin s'en faut que toute expérience cognitive soit esthétique. L'expérience esthétique doit donc avoir son fonctionnement propre, qui lui permet d'être à sa manière une expérience cognitive. L'examen du fonctionnement symbolique en usage dans les domaines artistiques permet à Goodman de répertorier les caractéristiques prégnantes du fonctionnement esthétique. Ce sont les 5 symptômes de l'esthétique. À grands traits, la stratégie que je propose pour justifier et expliquer le fonctionnement esthétique des mathématiques consiste à utiliser concrètement les 5 symptômes de l'esthétique comme autant d'entrées dans l'analyse frontale des différents modes opératoires mathématiques qui participent à leur bon fonctionnement, mais dont la logique standard ne peut pas systématiquement rendre compte. Rien de ce qui vient d'être dit ne doit laisser supposer une quelconque opposition entre logique et esthétique. Au contraire, l'un des objectifs sous-jacents à ma démarche est de montrer la complémentarité de l'une envers l'autre. Que faut-il entendre par fonctionnement esthétique des mathématiques? De façon résumée, le fonctionnement esthétique des mathématiques correspond à l'ensemble des modalités opératoires, syntaxiques et sémantiques, des symboles intervenant dans le codage mathématique, qui relèvent de la symptomatologie esthétique de Goodman. Il est entendu que je ne peux proposer ici un exposé exhaustif détaillant l'interprétation de l'ensemble des symptômes goodmaniens,
par rapport aux mathématiques. L'ambition la plus raisonnable est de suggérer au travers de quelques exemples la possibilité de l'application de la théorie de Goodman aux mathématiques, tout en donnant une idée de la façon dont les symptômes sont interprétés et utilisés. Exemplification. L'exemplification est un mode particulier de référence qui se distingue de la dénotation par sa direction. Elle va de l'objet vers le prédicat, c'est-à-dire que c'est l'objet qui exemplifie un prédicat qui s'y applique. En ce sens, l'exemplification est une sous-relation de la converse de la dénotation. Ce n'est pas la converse de la dénotation, autrement dit, il ne suffit pas qu'un objet soit dénoté par un prédicat pour que l'objet exemplifie le prédicat. Encore faut-il que l'objet en question possède le prédicat. De façon formelle, on peut transcrire la relation d'exemplification comme suit. X exemplifie Y, si et seulement si. Petit a, X est dénoté par Y, Y s'applique à X. Petit b, X réfère à Y. Ainsi, et selon la formule de Goodman, l'exemplification, c'est la possession plus la référence. Par exemple, le livre posé sur mon bureau, Langage de l'art, peut tout à fait exemplifier une étiquette telle que être un livre de philosophie analytique. Il y fait référence de par l'auteur, la maison d'édition, la collection, et il possède effectivement cette étiquette. En revanche, ce même livre qui a été acheté un mardi n'exemplifie pas avoir été acheté un mardi, bien qu'il possède cette étiquette. Il n'y fait pas référence. L'exigence de référence du symbole vers le prédicat implique en particulier qu'un symbole n'exemplifie pas toutes les étiquettes qu'il possède. C'est ce qui permet de distinguer une instance d'un échantillon. Une instance d'une étiquette est quelque chose qui est dénoté par cette étiquette, tandis qu'un échantillon est une instance qui fait référence à cette étiquette. En mathématiques, l'exemplification est un mode de référence récurrent. Par exemple, dans l'égalité suivante, x égale 2n, la relation interne traduite par le prédicat d'égalité exemplifie habituellement une étiquette telle que être pair. Cet exemple est un cas où l'exemplification a une fonction illustrative et c'est une exemplification somme toute banale du type de celle que l'on utilise quotidiennement en mathématiques comme ailleurs. Je propose alors d'examiner un exemple davantage raffiné où l'exemplification permet de sélectionner un représentant d'objet parmi plusieurs possibles. Considérons la fonction rationnelle suivante. f de x égale 3x2 moins 10x moins 7 sur x moins 4. Dans le cas où l'on veut étudier le comportement de cette fonction lorsque x tend vers l'infini, une évaluation élémentaire permet d'établir que la limite infinie de cette fonction est l'infini. Maintenant, si l'on veut comprendre pourquoi et comment cette fonction tend vers l'infini, lorsque x tend vers l'infini, l'écriture choisie ci-dessus pour représenter la fonction f n'est pas d'une grande utilité. Cependant, une simple transformation permet de réécrire la fonction comme suit. f de x égale 3x plus 2 plus 1 sur x moins 4. Ces deux écritures sont strictement équivalentes. Elles ont la même extension, même valeur de vérité et la même intention. Elles représentent toutes deux la même fonction. Pourtant, la seconde écriture permet au contraire de la première de comprendre le comportement à l'infini de la fonction. En effet, la seconde écriture rend manifeste le fait que la fonction possède une asymptote oblique d'équation y égale 3x plus 2 lorsque x tend vers l'infini. Autrement dit, l'appréhension du comportement à l'infini de la fonction est rendue optimale par la seconde représentation, écriture de la seconde équation, de la fonction. La différence entre ces deux écritures, logiquement équivalentes, est exemplificationnelle. La seconde écriture est un échantillon de l'étiquette. Avoir une asymptote oblique, alors que la première n'en est qu'une instance. Ce second exemple laisse entrevoir le rôle que peut avoir l'exemplification au sein d'un processus de démonstration mathématique. Elle apparaît en fait comme une véritable technique démonstrative. Et en effet, la majeure partie des démonstrations mathématiques procèdent selon ce que l'on peut appeler des stades d'échantillonnage, stades qui consistent à transformer une écriture donnée jusqu'à l'obtention d'un échantillon, d'une étiquette particulière. Je propose de préciser cela au travers d'un dernier exemple qui devrait permettre en outre d'introduire de nouveaux symptômes. Il s'agit de la démonstration de l'irrationalité de la racine carrée de 2. Saturation et simplicité. Afin d'établir une analyse sur la base de la symptomatologie goodmanienne, de la démonstration de l'irrationalité de la racine carrée de 2, je vais exposer le raisonnement par l'absurde qui conduit à établir ce résultat. Considérons donc la démonstration suivante. Supposons que racine carrée de 2 est rationnelle et montrons que cette hypothèse conduit inévitablement à une absurdité.
Supposer que racine carrée de 2 est rationnelle revient à affirmer l'existence de deux nombres entiers a et b sans facteur commun et tel que l'on a a racine carrée de 2 égale a sur b. Si cette égalité est vraie, alors la suivante elle est aussi b 2 égale a sur b au carré. De même que c a au carré égale 2b carré. De cette dernière phrase relationnelle, on peut déduire la parité de a au carré. Or, un nombre dont le carré est pair, et lui-même pair finalement, on montre ainsi que le nombre a est nécessairement pair. Il existe donc un nombre c tel que a égale 2c, et l'on en déduit une nouvelle relation. 2c au carré égale 2b au carré. D'où et 2c au carré égale b au carré. Cette dernière permet à son tour d'établir la parité de b au carré et par suite celle de b. Ainsi, on a montré que a et b sont les deux paires et ont donc comme facteur commun 2. Ceci contredit notre hypothèse initiale puisque l'on avait supposé que a et b étaient sans facteur commun et celle-ci est donc fausse. On ne peut donc pas exprimer la racine carrée de 2 sous la forme d'une fraction de 2 entiers sans facteur commun. Ce nombre est donc irrationnel. L'étape charnière ou la clé de la démonstration consiste en l'écriture de l'équation C, ou plutôt de la phrase relationnelle C. En fait, les phrases A, B et C sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur de vérité pour tout A et pour tout B, et elles ont des représentations de la même équation. Cependant, la relation interne entre les termes singuliers A, B et racine carrée de 2 peut être lue d'une part comme instantiation du terme général égal, phrase B, et d'autre part comme exemplification du prédicat être pair, phrase C. Et c'est ce que l'on cherche. Autrement dit, la différence entre ces phrases logiquement équivalentes se traduit à nouveau en termes d'exemplification. La phrase C, en exemplifiant la parité de A, fournit la clé de la démonstration. C'est à ce titre que l'on peut dire que la référence par exemplification s'assimile à une technique démonstrative. Cela étant, il semble naturel de vouloir s'interroger sur les moyens d'obtenir la phrase clé. En effet, si chaque étape qui constitue le raisonnement de la démonstration proposée est logiquement formalisable, ce n'est pas le cas de l'ordre et du choix d'enchaînement qu'elle comporte. Cet ordre répond en fait à des règles extra-logiques de simplification formelle. Il va sans dire que la notion de simplicité en mathématiques, comme ailleurs, doit être clairement circonscrite et exige que l'on établisse de façon précise et rigoureuse les propriétés qui serviront à l'évaluer, si l'on veut pouvoir y accorder une quelconque pertinence. L'interprétation que je propose est que l'on peut traduire la simplicité circonscrite au niveau des règles extralogiques du codage mathématique en termes de saturation syntaxique relative, l'un des symptômes de l'esthétique de Goodman. En un mot, la saturation caractérise les schémas symboliques dans lesquels très peu ou aucun des aspects syntaxiques sont contingents pour leur bon fonctionnement. L'exemple canonique servant à illustrer la saturation est celui de la différence entre une courbe d'électrocardiogramme et un dessin du mont Fuji par Okusai. Comparer un fragment d'électrocardiogramme avec un dessin du mont Fujiyama par Okusai. Les lignes noires en zigzag sur des fonds blancs peuvent être exactement les mêmes dans les deux cas. Cependant, l'un est un diagramme et l'autre une image. Qu'est-ce qui fait la différence? À l'évidence, quelques caractéristiques des schémas différents dans lesquels les deux marques fonctionnent comme symboles. Mais puisque les deux schémas sont denses et supposés disjoints, quelles caractéristiques? La réponse ne réside pas dans ce qui est symbolisé. On peut faire des diagrammes de montagnes et des images de battements de cœur. La différence est syntaxique. Les aspects constitutifs du diagrammatique, en tant qu'on les compare avec le caractère imagé, sont l'objet d'une restriction expresse et étroite. Les seuls traits pertinents du diagramme sont l'ordonnée et l'abscisse de chacun des points que traverse le centre de la ligne. L'épaisseur de la ligne, sa couleur et son intensité, la grandeur absolue du diagramme n'importent pas. Savoir si ce qui est donné comme un double du symbole appartient au même caractère du schéma diagrammatique ne dépend pas du tout de semblables traits. Cela n'est pas vrai de l'esquisse. Tout empattement ou affinement de la ligne et sa couleur, son contraste avec le fond, sa taille, voire les qualités du papier, rien de tout ceci n'est écarté, rien ne peut être ignoré. La saturation relative syntaxique, telle que Goodman l'a décrite, est une propriété qui concerne surtout les systèmes picturaux. Elle permet d'établir une graduation entre une saturation maximale et une saturation minimale à atténuation. C'est une propriété relative en cela qu'un système est toujours plus ou moins saturé ou atténué qu'un autre.
La saturation se mesure en fonction du nombre d'aspects syntaxiques qui sont contingents dans le système. Plus ce nombre est faible, plus le système est saturé. Et pour pouvoir décider si le nombre en question est faible, il faut le comparer à un autre, d'où la relativité de la saturation. Étant une propriété clairement syntaxique, son application au système linguistique ne semble pas faire sens. En effet, mis à part la calligraphie et ses dérivés, la plupart des textes, qu'ils soient littéraires ou non, sont atténués dans le sens où l'on ne modifie pas le fonctionnement symbolique en modifiant un grand nombre de caractéristiques syntaxiques. On peut changer sans dommage la police, le support ou encore la couleur de l'encre par exemple. Dans un contexte, la distinction entre les aspects syntaxiques constitutifs et ceux qui sont contingents est habituellement claire. Mais en est-il de même avec l'écriture des mathématiques? L'une des différences entre les mathématiques en tant que système symbolique et un système linguistique quelconque tient en cela que dans le premier cas, les règles de combinaison des symboles entre eux tolèrent une plus grande latitude que dans le second cas. Dans le cas des systèmes linguistiques, la règle qui prévaut est la concaténation linéaire. Dans le cas des mathématiques, on combine les symboles entre eux, suivant diverses lois ou grâce à des opérateurs, ces derniers ayant des propriétés qui permettent plusieurs écritures différentes pour un même objet. Par exemple, dans le corps des réels R, un polynôme P de x peut être représenté par x puissance 4 plus 9x puissance 5 moins 12, par moins 12 plus x puissance 5, 9 plus x puissance 4, ou encore de multiples façons obtenues grâce à la commutativité et la symétrie de la multiplication et de l'addition dans R. Dans un système purement linguistique, la latitude pour choisir un représentant syntaxique se situe au niveau de la marque, au sens goodmanien. Ce choix n'a pas de conséquence sur le fonctionnement du système. En mathématiques, la latitude est plus large et l'on peut choisir, outre la marque, l'organisation des symboles entre eux. Cette organisation syntaxique, comme on l'a vu dans la démonstration de l'irrationalité de racine carrée de 2, est susceptible d'avoir une fonction exemplificationnelle. Si l'on modifie l'organisation, on modifie l'exemplification et on modifie donc le fonctionnement général de la démonstration.